Bonjour, bienvenue dans ce TD sur les équations, on va dire, de Maxwell sur l'étude de la propagation. Donc, nous allons réserver 3 exercices. Donc, un premier sur les équations de Maxwell, un deuxième exercice sur la notion de potentiel vecteur exprimé en notation complexe, et puis le dernier exercice, ça concerne, on va dire, la propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu qui est le vide. Donc, commençons tout d'abord par un rappel bref sur les équations de Maxwell. Bon, avant de citer les équations de Maxwell, il faut fixer quand même le milieu. Donc ici, j'ai choisi un milieu qui est le vide, ou ce qu'on appelle l'espace libre, représenté par les paramètres permittivité epsilon 0 et perméabilité. Et vous avez la présence de charge, ici la charge, et de courant. Donc ce sont des équations de Maxwell que nous avons établies dans l'espace libre, dans le vide, en présence de charge et en présence de courant. Donc ce sont des équations locales qui représentent et qui relient, comme vous voyez, le champ électrique à sa source, sa première source classique, et sa deuxième source qui est la variation du champ magnétique. Également, ça relie le champ magnétique à sa source classique, et ça relie le champ magnétique à la variation du champ électrique dans le temps. Donc, je commence l'exercice. Donc, je considère toujours le vide. Je prends un champ électrique de composantes EX, EY, EZ. On demande de calculer la divergence, le rotationnel, et en déduire les composantes du champ magnétique, c'est-à-dire à partir du champ électrique. On va déduire les composantes du champ magnétique qui l'accompagnent. Par la suite, nous allons passer à une évaluation de la divergence, du rotationnel, et à la fin, on va vous demander quelles relations doivent satisfaire alpha et bêta pour que soient satisfaites les équations de Maxwell. Donc, commençons par la première chose, le calcul de la divergence de E. Donc, nous allons choisir comme coordonnées les coordonnées cartésiennes. Ce sont des coordonnées simples. Donc, voilà le système de coordonnées. Voilà votre point M. C'est votre point. Il est situé par rapport à ce repère en système de coordonnées cartésiennes à une distance xm, ym et zm. Donc, xm, ym, zm, ça représente les coordonnées du point M par rapport à ce repère OX, Y, Z, bien évidemment en système de coordonnées cartésiennes. Donc, si je prends le vecteur du champ électrique, c'est un vecteur que je l'exprime en coordonnées cartésiennes par ces trois composantes, EX, EY, EZ. Dans l'énoncé, nous avons EX égale à 0, EY égale à 0, et EZ est donné par cette expression-là. Donc je calcule la divergence, ou bien le produit scalaire entre nabla et le champ E, et il est donné par ce produit direct entre nabla et le vecteur E, ça c'est un vecteur, et le résultat, j'ai la somme des produits, j'ai la somme des produits entre la dérivée et la composante. Et je remplace EX par sa valeur, EY par sa valeur, EZ par sa valeur. Donc, puisque E0 exponentielle alpha de t moins bêta x ne dépend pas de Z, donc le résultat, c'est que la dérivée par rapport à Z sera nulle. Donc, ceci va nous donner que la première composante, c'est nul, la deuxième composante, c'est nul, et la troisième composante, c'est nul. Et finalement, nous avons un calcul qui donne que divergence de E égale à 0. Et ceci, il est cohérent avec l'équation de Maxwell-Gauss, dans le vide, mais en absence de charge. D'accord? Donc, la première équation de Maxwell-Gauss est vérifiée, mais dans la mesure où je travaille dans le vide, mais en absence de charge. Passons maintenant au calcul du rotationnel. Donc, je travaille toujours en coordonnées cartésiennes. Donc, cette fois-ci, le rotationnel de E, ou bien le produit vectoriel entre nabla et le champ E, il est donné par cette expression-là.
D'accord? Donc, le calcul se fait de la manière suivante. Je barre la première ligne, je fais le produit direct. Je passe à la deuxième ligne et je mets un signe moins et je fais la même chose. Et la troisième ligne, je la barre et je fais toujours le calcul direct. Donc, EX égale à 0, EY égale à 0, EZ est donné par cette expression-là. Je vais remplacer dans cette expression, dans ce vecteur-là, chaque composante avec ces valeurs-là. On va trouver la chose suivante. D'accord? Bon, la même chose. Si je prends cette quantité, E0 exponentielle alpha de t moins bêta x ne dépend pas de y, donc c'est sûr que la dérivée, elle est nulle. Je passe à la deuxième composante, d'accord? Elle dépend de x. Donc si je fais la dérivée, E0 c'est une constante, je peux la faire sortir, donc c'est comme je fais la dérivée de l'exponentielle. Et, la dérivée de l'exponentielle, c'est moins bêta fois la même exponentielle. Ainsi, dans la première ligne, elle est nulle. La deuxième ligne, je garde que la fonction par rapport à x. Et la troisième ligne, elle est nulle. En faisant le calcul, je trouve notre rotationnel de E, il est donné par cette quantité-là. Maintenant, je simplifie la deuxième composante et je trouve cette valeur-là. Donc voilà le rotationnel de E. Maintenant, on déduire les composantes du champ magnétique, c'est-à-dire à partir du calcul précédent, on peut vous demander de calculer le champ magnétique. Je crois que là, il faut utiliser l'équation de Maxwell-Faraday, qui relie le champ E et le champ B. Donc, rotationnel de E, on l'a déjà calculé précédemment, il nous a donné cette expression-là. Là, je vais essayer de décomposer cette dérivée du champ B. Ça, c'est une quantité vectorielle. Ça va nous donner moins la dérivée de x par rapport à t, moins la dérivée de by par rapport à t, et moins la dérivée de bz par rapport à t. Je vais l'égaliser avec rotationnel de E. D'accord? Et on va faire, on va égaliser membre à membre. Donc la dérivée de bx par rapport à t avec le signe moins égale à 0. La deuxième dérivée égale à E0 fois l'exponentielle fois bêta. La troisième dérivée égale à 0. Donc le résultat, c'est que bx, la dérivée de bx par rapport à t égale à 0, c'est-à-dire que bx est une constante, on l'a choisi égale à 0. On suppose qu'à l'instant t égale à 0, il n'y avait pas de source du champ magnétique ni du champ électrique. Donc la même chose, je garde l'expression, après je vais la développer. Et la dernière chose, c'est que la composante bz il sera constante et je vais la considérer, elle est nulle pour la même raison. Maintenant, je prends l'équation seule. Ça nous donne la dérivée de by par rapport à t égale à cette quantité-là. Là, je vais faire, on va dire, une intégration. Je vais l'intégrer par rapport à tout. Donc, le calcul, il est simple. C'est un calcul mathématique. Donc là, je vous donne une propriété. Cu est une fonction dérivable, alors une primitive de u', eu et eu. C'est-à-dire, ça, c'est une primitive de ça. Je vais utiliser cette propriété pour faire le calcul. Donc l'intégrale de moins la dérivée, c'est la composante elle-même, est égale à E0 bêta, c'est une constante, je peux le faire sortir. Et l'intégrale de l'exponentielle, je vais utiliser ça. L'intégrale de l'exponentielle, comme t elle est variable, donc ça va nous donner 1 sur alpha, voilà, avec E0, avec bêta, etc., plus une constante. Pour la même raison, on ne s'y posait pas de champ, ni, on va dire, à l'instant t égale à 0, ce qu'on appelle l'origine des temps, ni à l'origine de l'espace. D'accord? Et par conséquent, cette constante, je vais la prendre égale à 0, et ce qui va nous donner l'expression de by égale à moins 1 sur alpha, E0, bêta, exponentielle alpha de t moins bêta de x. Donc, finalement, notre vecteur champ magnétique, il est composé de trois composantes, bx, by, bz, mais bx, elle est nulle, bz, elle est nulle, sauf que by, elle prend cette valeur-là. Évaluer la divergence et le rotationnel du champ B. Donc, divergence de B, c'est toujours le même produit scalaire entre nabla et le vecteur. Ça va donner cette somme. Je remplace bx par
sa valeur, by par sa valeur, bz par sa valeur. Regardez bien ici, la dérivée par rapport à y égale à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui est entre parenthèses, il ne dépend pas de y. Il n'est pas fonction de y. Et finalement, ça va nous donner que la divergence de b égale à 0. D'accord? Et ça rejoint l'équation de Maxwell-Flux dans le vide. D'accord? Dans le vide, que ce soit en absence de charge, que ce soit en présence de charge. Là, c'est toujours valable. Maintenant, pour le rotationnel de B, je fais la même opération. Hein, ça va me donner le même vecteur. Et je remplace Bx par sa valeur, By par sa valeur, Vz par sa valeur. Ça va nous donner cette expression-là. Donc, le calcul, il est simple. C'est une dérivée par rapport à une variable. Donc, ça nous donne le résultat suivant. Maintenant, passons à la question quelles relations doivent satisfaire alpha et bêta pour que soient satisfaites les équations de Maxwell. Donc, je prends l'équation de Maxwell en paire, puisque le terme de courant n'existe pas, donc ça sera simplifié uniquement au terme de déplacement. D'accord? On a calculé le rotationnel de B précédemment. Ça va nous donner mu0 fois epsilon0 fois ce terme-là, qui est un vecteur. Je le décompose en Ex, Y, Ez et ses dérivés. Je prends les deux derniers termes, les dernières composantes, je l'égalise. D'accord? Je remplace Ez par son expression. La voilà. Je la dérive par rapport au temps. Ça me donne ce résultat. Donc, voilà. J'égalise entre les deux. Je simplifie avec les exponentielles et avec E0. Ça va nous donner que bêta carré sur alpha égale à mu0 epsilon 0. Donc bêta carré c'est mu0 epsilon 0 alpha carré. Comme mu0 il a cette valeur-là, epsilon 0 il a cette valeur-là. Donc mu0 epsilon 0, ça va nous donner 1 sur la célérité au carré. Donc finalement bêta carré c'est 1 sur c carré fois alpha carré. Donc voilà la relation qui relie le alpha et le bêta pour qu'il soient satisfaites les équations de Maxwell. Voilà l'équation de Maxwell qui est satisfaite. Passons à l'exercice numéro 2. Donc, on considère un vecteur champ, un vecteur potentiel plutôt, A. C'est un vecteur qui est exprimé en notation complexe. D'accord? K, c'est le vecteur d'onde ou le vecteur de propagation. R, c'est le vecteur de position. Oméga, c'est la pulsation. T, c'est le temps. Et A0, c'est une amplitude qui est exprimée par un vecteur composé de A0x, A0y et A02z. On demande de calculer la divergence et de trouver que ça égale à cette quantité-là, c'est-à-dire que dorénavant, si nous avons un champ qui est en notation complexe exprimé sous la forme de amplitude terme exponentiel, au lieu de calculer la divergence, ou bien la divergence devient un simple produit scalaire entre le vecteur de propagation et le même vecteur A. De même, rotationnel de A, c'est pas la peine de calculer le rotationnel de A, parce que ce n'est autre que le produit vectoriel avec le K et le A. Bien évidemment, n'oubliez pas de multiplier avec le I. Donc on va démontrer ça. Donc on commence par la première question, divergence de A égale à IK scalaire 1. Donc je prends le 1, voilà, l'expression de 1. A0 c'est une amplitude. Encore dans les cartésiennes, elle possède A0x, A0y, A0z. Donc il faut faire attention, c'est que A0x, A0y, A0z, ce sont tous des amplitudes constantes.
Donc, le fait d'écrire x, y, z, juste pour dire que ce sont des amplitudes suivant les directions au x, au y, au z, mais ils sont constantes. K, c'est un vecteur de propagation. D'une manière générale, il est exprimé par un vecteur qui a 3 composantes. R également, c'est un vecteur de position en coordonnées cartésiennes. Je prends le potentiel A, ou je prends le vecteur A, je remplace A0 par son expression, je remplace K par son expression, je remplace R par son expression, d'accord? Donc, c'est la même expression. Donc, ce produit, je le calcule. Hein? Le produit entre K et R, je le développe. Ça va nous donner xkx plus yky plus zkz. Pourquoi? Parce que tout simplement, le produit scalaire entre les mêmes vecteurs unitaires égale à 1, et le produit scalaire entre deux vecteurs qui sont différents, ça donne 0. Parce qu'on travaille avec un repère orthonormé. La norme égale à 1, mais le produit, il est orthogonal. X et Y sont orthogonaux. Donc, l'expression de A devient simplifiée. Ça nous donne toujours le terme d'amplitude, avec le terme de phase qui est un peu simplifié. Maintenant, je vais essayer de décomposer. C'est-à-dire, je prends A0x avec le terme exponentiel, parce que exponentiel, c'est lié à tout. Donc A0x exponentiel, suivant ux, plus A0y avec la même exponentielle, et A0z avec toujours le même terme exponentiel. D'accord? Donc, j'appelle ça AX, j'appelle ça AY, et cette quantité, je l'appelle AZ. AZ, pas AX. Il y a une erreur. Donc voilà, finalement, A devient vecteur composé de AX comme première composante, AY deuxième composante et AZ troisième composante. Et je calcule la divergence. Alors, la divergence de A, c'est une dérivée de AX par rapport à X, et par rapport à Y et par rapport à Z. Et je remplace chaque terme par son expression. Regardez bien, j'ai remplacé AX par son expression, AY par son expression, AZ par son expression. Comme A0x, A0y, A0z, ce sont des constantes, je peux le faire sortir de la dérivée. Donc ça revient à dériver que l'exponentielle. Donc, regardez bien, la dérivée de l'exponentielle, c'est, par exemple, par rapport à x, c'est i fois kx, fois le même terme exponentiel. D'accord? I fois kx, parce que je dérive que par rapport à x, donc pour moi, y, y, z, kz et oméga dt, ce sont des constantes. Donc ça me donne i kx fois exponentielle. La même chose si je fais par rapport à y, donc ça me donne une simple multiplication avec i ky, et la même chose pour z. Et je remplace maintenant dans la divergence, c'est-à-dire les différentes dérivées. Voilà, je remplace les différentes dérivées. Voilà. J'écris autrement. Non, j'ai laissé de côté ikx, iky, ikz. Voilà. Donc ça nous donne ikx ax plus iky ay plus ikz az. D'accord? Et ce produit-là que vous voyez, hein, cette somme-là, n'est autre que le produit scalaire entre k et le 1. Donc finalement, la divergence de A, c'est ik scalaire de A. Passons maintenant au calcul du rotationnel de A. On va faire la même chose, le même vecteur, sauf que le rotationnel de A est donné par une nouvelle expression, un nouveau résultat. Donc je remplace AX, AY ici par les différentes expressions. Donc AZ, AY, AX, AZ, AY, AX. Donc je fais le calcul de chaque composante. J'ai 6 composantes. Hein. Je fais le calcul de chaque. La première, ça me donne ce résultat. La deuxième composante, la troisième composante, la quatrième composante, la cinquième composante,
et la sixième composante. Donc c'est un calcul mathématique très simple. Maintenant, j'essaie de retourner en arrière pour remplacer dans chaque expression par ces valeurs. Et donc ça nous donne que finalement, ce vecteur-là, ce n'est autre que le produit vectoriel entre k et le 1. Donc, d'accord, je fais un petit rappel ici, c'est que lorsqu'on veut calculer le rotationnel, on part la première ligne avec le bleu, et je fais le produit direct, voilà, en bleu. Je passe à la deuxième ligne, n'oublie pas de mettre un moins, et je fais toujours le même produit. Et je barre la troisième ligne, et je fais toujours le produit. Maintenant, passons à l'exercice numéro 3. Donc, c'est une onde électromagnétique, plane progressive, qui se propage dans le vide avec ses constantes, mais dépourvue de charge et de courant. Donc, on demande de calculer, d'écrire les équations de Maxwell dans ce milieu, de faire une projection de ces équations en coordonnées cartésiennes, de faire le seul changement. Pourquoi le seul changement? Parce que j'ai une onde progressive qui ne peut circuler que dans un seul sens, et en déduire les propriétés qui sont connues d'une onde qui est électromagnétique, qui est plane et qui est progressive. Bon, et les équations de Maxwell dans le milieu correspondant. Donc, je prends le milieu étudié, c'est le vide, qui a comme caractéristique epsilon 0 mi 0, où les charges et les courants sont absents, d'accord, au moins dans la région concernée par l'étude. On ne peut pas parler d'une propagation sans source. Mais là, je me suis éloigné un tout petit peu de la source, et dans cette zone ou dans cet espace, il n'y a pas de source, mais il y a un effet de source. Donc, les équations de Maxwell, dans ce cas-là, il suffit, là où vous trouvez le ρ, vous mettez 0. Là où vous trouvez le j, vous mettez 0. Et voilà, j'ai les nouvelles équations de Maxwell dans le vide, mais en absence de charge. Bon, passons maintenant aux équations de propagation. Donc, équation de Maxwell-Faraday est la suivante. J'applique le rotationnel à cette équation-là. Donc, le rotationnel du membre de droite égale au rotationnel du membre de gauche. D'accord? J'applique cette relation mathématique, c'est que le rotationnel du rotationnel d'un vecteur, c'est le gradient de la divergence de ce vecteur moins le Laplacien vectoriel de E. Maintenant, j'applique cette relation mathématique ici. Donc ça nous donne le gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E égale à ce terme-là. Donc d'après l'équation de Maxwell-Gauss, la divergence de E égale à 0. Donc ça va nous donner une simplification. D'accord? Et là, il y a un passage, c'est-à-dire que rotationnel de la dérivée, c'est la dérivée de la rotationnelle, tout simplement parce que rotationnel, c'est un opérateur défini dans l'espace. Et ça, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc on peut permuter entre la dérivée par rapport au temps et le rotationnel. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, j'applique l'équation de Maxwell-Gauss, de Maxwell-Ampère. Je remplace rotationnel de B par son expression et je me retrouve avec ça. Et comme mu0 epsilon 0 c'est une constante, je peux la faire sortir. Donc ça va nous donner moins le Laplacien de E égale à moins mu0 epsilon 0. La dérivée de la dérivée, c'est la dérivée seconde. Voilà, une nouvelle équation simplifiée. On appelle l'équation de D'Alembert, ou on appelle également en physique l'équation de propagation relative au champ E. Donc on peut l'écrire autrement. D'accord? On peut l'écrire autrement. En rassemblant l'opérateur espace et l'opérateur temps, ce qui va nous donner cette nouvelle expression. D'accord? Et on appelle ce carré-là, ou ce rectangle-là, on appelle l'opérateur de D'Alembertien. Donc ce sont, on va dire, des formes mathématiques qui sont très connues. On les applique dans plusieurs domaines de physique. Donc ici, le domaine ou la propagation des ondes électromagnétiques, ça demande un certain bagage relatif à cette partie-là dans les maths. Également la partie, on va dire, dérivée, la partie équation différentielle, etc.
Passons maintenant à la deuxième équation de Maxwell-Ampère. Donc, l'équation de Maxwell-Ampère, ça nous donne rotationnel de B uniquement égal au terme de déplacement, un courant de déplacement, avec mu0. Donc, j'applique la même chose au rotationnel de part et d'autre. Donc, ça nous donne, comme j'ai appliqué cette relation, on va l'appliquer pour le champ magnétique. D'accord? Donc, ça nous donne que le rotationnel du rotationnel, c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien, égal à mu0 fois rotationnel de la dérivée de E. Donc, j'applique l'équation de Maxwell flux, qui dit que la divergence de B égale à 0. Et j'essaie de remplacer le rotationnel ou bien de changer l'ordre rotationnel par la dérivée. D'accord? Ça nous donne une dérivée par rapport à t de moins la dérivée du champ B par rapport à t. D'accord? Donc ça nous donne une dérivée seconde du champ B par rapport à t au carré. Donc c'est une équation on peut l'écrire autrement, voilà. On appelle également une équation de D'Alembert, oui, l'équation de propagation, mais cette fois-ci relative au champ magnétique. On va faire le même calcul. Je rassemble l'opérateur espace laplacien et le temps avec un nouveau opérateur qui s'appelle l'opérateur de D'Alembertien. Et voilà, nous avons une deuxième équation de propagation relative cette fois-ci au champ magnétique. Résolution de l'équation de propagation dans un cas particulier de l'onde plane. Donc, une onde électromagnétique, elle est dite plane lorsque la dépendance spatiale, elle est réduite. Au lieu de travailler sur 3 coordonnées d'espace, on va travailler uniquement avec une seule coordonnée. C'est-à-dire, le champ électrique et le champ magnétique, qui sont deux champs associés à l'onde, ne dépendent que d'une seule coordonnée spatiale. Donc, assez souvent, on choisit Z comme cette coordonnée. N'empêche que le calcul peut être général dans le cas de n'importe quelle direction. Donc finalement, dans le cas d'une onde plane, on va dire que le champ E, il devient uniquement fonction de deux variables, espace et le temps. De même le champ B. En appliquant le Laplacien de E en coordonnées cartésiennes, d'accord? Donc ça, c'est un Laplacien écrit de cette manière-là, mais c'est un Laplacien vecteur parce que E, c'est un vecteur. D'accord? Donc je garde dans l'esprit que toutes les dérivées du champ E par rapport à X par rapport à Y, du champ B par rapport à X par rapport à Y, ou bien les composantes, c'est-à-dire même les dérivées de EX par rapport à X, il est nul, même les dérivées de EY par rapport à Y égale à 0, même les dérivées de BX par rapport à X égale à 0, même les dérivées de BY par rapport à 0, etc. D'accord? Donc, avec ces quantités-là qui sont nulles, l'équation de propagation devient une équation simple. Ben voilà. C'est-à-dire, je me suis débarrassé de toutes les variations par rapport à X, par rapport à Y. Pourquoi? Parce que je travaille dans le cas d'une onde plane, où il y a la seule variation, c'est suivant Z. De même pour le champ magnétique, je simplifie, j'enlève, je supprime toutes les variations par rapport à X, par rapport à Y, et j'obtiens ça. Et on se retrouve avec des équations de D'Alembert, mais ils sont unidimensionnels. Hein? C'est uniquement suivant une seule dimension qui est dimension de l'espace Z. Bon, maintenant je prends l'équation de propagation unidimensionnelle relative au champ E. Je remplace E par son expression. Donc, je répète, c'est la variation du champ E qui, par rapport à X et par rapport à Y, ils sont nuls. Mais EX et EY, ils peuvent être quelconques. Donc, je prends cette équation, je l'appelle une, d'accord? C'est-à-dire, j'ai remplacé E par son expression, ici et ici. Et je vais essayer de multiplier à chaque fois cette équation par je fais un produit scalaire avec UX,
mais je garde que produit scalaire entre deux vecteurs différents, il est nul. Ux scalaire y, il est nul. Ux scalaire uz égale à 0. Mais sinon, le produit scalaire entre deux vecteurs identiques est égal à l'identité. Donc en utilisant ces propriétés ici, donc je vais multiplier l'équation 1 par ux, c'est-à-dire que ce terme disparaît, ce terme disparaît, ce terme disparaît, ce terme disparaît, donc j'obtiens une équation, une nouvelle équation unidimensionnelle, mais cette fois-ci scalaire. Je fais la même chose, je multiplie avec uy, j'obtiens cette équation-là. La même chose avec uz, j'obtiens cette équation-là. Tout ce que j'ai fait pour le champ électrique, je le fais pour le champ magnétique. Voilà. Alors j'obtiens également. Donc, d'après ces équations, ben, vous voyez bien que j'ai des équations qui sont pareilles. J'ai les mêmes variations par rapport à z, par rapport à t, les mêmes constantes, sauf que c'est, on va dire, la fonction qui change. Ici j'ai ex, ici ey, ici ez, ici bx, by et bz. Donc au lieu de garder les 6 équations scalaires, on va travailler avec une seule équation, c'est celle-là. Où x peut représenter ex, ey, ez, bx, by et bz. Maintenant, passons à la résolution. Donc, si on veut résoudre cette équation-là, on va essayer tout d'abord de remplacer mu0, epsilon 0 par 1 sur c carré. On va l'écrire autrement. Hein. Comme ça, je calcule la dérivée une seule fois par rapport à z, la dérivée une seule fois par rapport à t, alors que si je garde ça, j'aurai besoin de calculer une première dérivée et une deuxième dérivée. Donc, il vaut mieux de travailler avec cette formule-là. On va procéder à un changement de variable. Je mets p égale à z moins ct, c'est une nouvelle variable, c'est un changement de variable. Également q égale à z plus ct. Je vais faire la somme. Pourquoi la somme? Pour exprimer le z, les anciennes variables, en fonction des nouvelles variables. Donc finalement, z sera la somme de p plus q divisé par 2. Donc pourquoi ça? Pour dire que z, elle est en fonction de p et de q. Et ceci va nous aider à dire que toute dérivée par rapport à z sera exprimée en fonction de dérivée par rapport à p et par rapport à q. De la même manière, je prends les mêmes variables, les mêmes nouvelles variables, mais cette fois-ci, je vais faire une différence. Donc q moins p, ça va nous donner 2 fois c fois t. En écrivant autrement, donc j'obtiens t égale à moins p plus q sur 2c. Ça veut dire que t sera également une fonction de p et de q. Donc toute dérivée par rapport à t sera en fonction des dérivées par rapport et dérivées par rapport à q. Et comme ça, en appliquant les relations connues en équations différentielles, donc toute dérivée par rapport à z, c'est une dérivée par rapport à p de la dérivée de p par rapport à z, plus la dérivée par rapport à q de la dérivée de q par rapport à z. D'accord? Donc la dérivée de p par rapport à z égale à 1, sachant que t est constante. La dérivée de q par rapport à z égale à 1, sachant que t est constante. Donc je dérive par rapport à z, mais je garde dans l'esprit que t est constante. Donc finalement, la dérivée par rapport à z, c'est une dérivée par rapport à p plus une dérivée par rapport à q. La même chose pour la dérivée par rapport à q. J'utilise les mêmes variables, sauf que la dérivée par rapport à t, sachant que z égale à une constante, c'est moins c. La dérivée de p par rapport à t égale à plus c, sachant que z égale à une constante. Et finalement, toute dérivée par rapport à t sera donnée par cette expression. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de remplacer dans cette expression-là les différentes dérivées par rapport à z par rapport à t par leur expression. Voilà. Donc c'est ce que j'ai mis. Je remplace dérivée par rapport à z par son expression, dérivée par rapport à t par son expression, ainsi de suite. Donc, en faisant le calcul, j'obtiens 2 dérivées par rapport à p, 2 dérivées par rapport à q de x égale à 0. Donc c'est une dérivée d'ordre 2, j'ai simplifié avec le 4.
en faisant une intégration, dans un premier temps, je laisse la dérivée par rapport à Q à l'intérieur de la dérivée. Donc ça nous donne que la dérivée de x par rapport à Q est égale à une constante. Dire que la dérivée par rapport à P d'une fonction égale à 0, ça veut dire que cette fonction, c'est une constante qui ne dépend pas de P, mais elle dépend de Q. Donc au lieu de la laisser comme constante variable, j'ai mis G de Q. Donc, en faisant ce calcul-là, en faisant une deuxième intégration, donc qu'est-ce que j'obtiens? L'intégrale de la dérivée, c'est l'intégrale de G de Q. Donc l'intégrale de G qui est une primitive, G de Q, petit G de Q, plus la constante, cette fois-ci, qui varie en fonction de P. Ben, c'est normal parce que X, normalement, X, elle varie en fonction de P et de Q. Donc on a exprimé la dépendance en fonction de Q, reste la dépendance en fonction de P. Donc au lieu de travailler avec une constante qui varie en fonction de P, j'appelle cette constante une fonction f de P. Et finalement, X, c'est f de P plus G de P. Voilà. Je retourne vers les variables anciennes. Je remplace P par son expression, Q par son expression. Donc f et g, ce sont des fonctions quelconques. Maintenant, passons à la signification physique. Donc f et g, ce sont en le même sens physique, c'est-à-dire que soit f et g représentent des champs électriques, soit des champs magnétiques, soit des quantités vectorielles, soit des quantités scalaires. L'essentiel, c'est la même chose. Autrement dit, on ne peut pas sommer deux choses qui sont non homogènes. Donc, pour cela, donc la seule différence, c'est le sens. Ici, c'est un moins, ici, c'est un plus. Donc, il y a un sens opposé. Donc, c'est pour cela qu'on va donner plus de sens physique uniquement à la fonction f. Et tout ce qu'on va dire à la fonction f, on le redit pour la fonction g. Donc, j'essaie de jouer un petit peu sur les variables. F de z moins ct, c'est f de 0 moins c facteur de t. C'est la même chose, sauf que j'ai changé un petit peu les variables pour faire apparaître un décalage en termes de temps et en termes d'espace. Donc je vais appeler ça 0, c'est 0 espace, et ça c'est z quelconque. Donc ça c'est 0 égale z égale à 0, c'est une position initiale. Ça c'est une position quelconque qui vient après cette position-là. Donc là je fais apparaître un décalage. La même chose pour le temps, ça c'est un passé, et ça c'est un temps quelconque, c'est un futur. Mais la même vitesse. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la fonction, et ceci il est valable si je dis pour le champ E, donc la fonction f z de moins ct, qui représente un champ E ou un champ B, apparaît dans la position z à l'instant t, exactement comme elles étaient dans la position z égale à 0, à l'instant t moins z sur c, avec une même vitesse. Ça veut dire j'ai une égalité, j'ai la même fonction, j'ai le même phénomène qui se produit entre une position dans le passé, un temps dans le passé avec la même vitesse, et un temps dans le futur, une position dans le futur avec la même vitesse. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de propagation. D'accord? Donc c'est quoi le phénomène de propagation? C'est le transfert, ou on va dire, c'est un champ qui se déplace de la même manière, c'est un champ B qui se déplace de la même manière entre deux instants différents, entre deux positions différentes, avec la même vitesse. Passons maintenant, donc ici, on va dire que la fonction fz-c de t, c'est une onde progressive qui progresse à une certaine vitesse c, et cette vitesse c, bien évidemment, ça peut changer si je change de milieu. D'accord? Si je prends un milieu diélectrique, bien évidemment, la vitesse va baisser. D'accord? Donc, fz-c de t, c'est une onde progressive qui progresse, qui se propage dans un sens, dans la direction de z croissant, et de la même manière, je vais déclarer que fg de z plus c de t, on va faire le même calcul, et ça va donner la même chose, sauf que le sens physique va changer. Ça veut dire que g, c'est toujours une onde progressive, qui se propage toujours avec la même vitesse, sauf que
elle va choisir le sens décroissant des z. Donc finalement, le x, z de t, c'est la somme, ça représente la superposition de deux ondes planes progressives qui se propagent à la même vitesse, mais dans deux sens différents ou dans deux directions différentes. Passons maintenant à la projection des équations de Maxwell en coordonnées cartésiennes. Donc la divergence de E égale à 0, ça nous donne cette relation-là. Comme les dérivées par rapport à x par rapport à y égale à 0, parce qu'il s'agit d'une onde plane, donc la seule variation c'est par rapport à z. Donc j'obtiens la dérivée de ez par rapport à z égale à 0 et je l'appelle l'équation A. Je passe à l'équation rotationnelle de B. Bon, cette fois-ci, j'ai un vecteur qui va me donner trois composantes scalaires. Donc, je remplace rotationnel par son expression, égale à mu0 epsilon 0 fois la dérivée par rapport à t de ex, ey, ez. Donc, j'essaie de supprimer les composantes ou les variations par rapport à y, par rapport à x, par rapport à x, par rapport à y. Seules les variations par rapport à z qui restent. Voilà. Donc, j'obtiens ça, égale à mu0 epsilon fois la dérivée par rapport à t. Voilà, je réécris autrement, en remplaçant mu0 epsilon 0 par 1 sur c carré, et je vais appeler par la suite équation B, équation C, équation D. Passons à la troisième équation, je vais faire le même calcul, et je vais supprimer toutes les variations par rapport à x et par rapport à y, et j'obtiens à nouveau une nouvelle équation, et je vais appeler les trois équations E, F et le G. Et finalement, la dernière équation de Maxwell flux, ça va me donner une chose pareille à celle-là de Maxwell-Gauss. Donc les termes par rapport à x par rapport à y seront nuls. Et donc j'obtiens une nouvelle équation, c'est une dérivée bz par rapport à z égale à 0, je l'appelle h. Donc finalement, je vais essayer de manipuler avec les équations a, b, c, d, e, f, g, h pour essayer de dégager les propriétés d'une onde plane progressive. Donc, on va faire le changement de variable. N'oubliez pas que vous avez ici des dérivées par rapport à z par rapport à t. Donc, il faut essayer d'unifier ça par une seule variable qui est la variable p. Donc là, je vais travailler avec une seule variable p. La variable p représente normalement, c'est relative à une onde qui se propage dans un sens. La variable q, ça représente une variable qui est relative à une onde qui se propage dans un autre sens. P, c'est relatif à une onde qui se propage dans le sens de z croissant. Q, c'est une variable qui est relative à une onde qui se propage dans le sens de z décroissant. Donc le fait de dire une onde progressive, c'est-à-dire que je vais trancher. Soit je vais travailler avec l'onde qui se propage dans le sens z croissant, soit je travaille avec l'onde qui se propage dans le sens de z décroissant. On ne peut pas laisser les deux. Hein, c'est pas possible de laisser les deux et de parler en même temps d'une onde qui progresse, qui se propage, et qui est progressive. D'accord? Donc lorsque j'ai dit onde progressive, soit elle progresse dans un sens, z croissant, soit dans un sens z décroissant. C'est pour cela que je laisse qu'une seule variable p. Donc p égale à z moins c de t. Je vais noter toute dérivée par rapport à p, c'est x'. N'oublie pas que j'ai deux dérivées par rapport à t et par rapport à z. J'essaie d'unifier uniquement par rapport à une seule variable p. Donc, j'appelle la dérivée de x par rapport à z x'. D'accord? Pourquoi? Parce que la dérivée de p par rapport à z, lorsque t égale à constante, c'est 1. Donc, si je mets dérivée par rapport à p ou dérivée par rapport à z, c'est la même chose. Alors que par rapport à t, si je mets la dérivée par rapport à p, il y a une constante moins c. Donc ça va nous donner moins c fois x'. Donc je vais utiliser ces deux propriétés
et je vais transformer toutes les dérivées avec les anciennes variables en fonction des nouvelles variables. Je commence par l'équation A. Donc l'équation A, l'équation D, donc je prends les deux équations. Donc qu'est-ce que je comprends d'ici? Avant d'appliquer les variables, je ne vais pas les appliquer pour le EZ et pour le BZ, je vais les appliquer pour les autres. Donc, dériver EZ par rapport à Z égale à 0, ça veut dire que EZ, c'est une constante qui ne dépend pas de Z, mais elle peut dépendre de temps. Cette équation-là, ça nous donne que E de Z, c'est une constante qui ne dépend pas du temps, mais il peut dépendre de Z. Or, ici, nous avons montré qu'il ne dépend pas de Z. Donc, qu'est-ce que je comprends d'ici? C'est que EZ, c'est une constante qui ne dépend ni de temps ni de l'espace Z. Et on va appliquer les conditions initiales. Il n'y a pas de champ à l'instant t égale à 0, ni dans la position initiale, donc ça va nous donner un champ égal à 0. Donc EZ égale à 0. La même chose pour les équations H et G, ça va nous donner que BZ égale à 0. Et ça, c'est une première propriété qu'on peut tirer. C'est que le champ électromagnétique, ou les champs E et champ B, n'ont pas de composants dans la direction de propagation. Sachant que nous avons choisi la direction de propagation, c'est suivant Z. Donc les champs E et B n'ont pas de composants dans la direction de propagation. Maintenant, passons à l'équation B. Là où il y a le problème, parce que j'ai une dérivée par rapport à Z et une dérivée par rapport à T. C'est là où on va appliquer ces deux relations. Donc la dérivée par rapport à Z, je la remplace avec B' de Y, selon cette équation-là. Et la dérivée par rapport à t, je vais la remplacer par moins c e' de x. Donc je simplifie avec le signe moins avec le c. Ça me donne cette relation-là. J'intègre. Ça me donne que by c'est 1 sur cex plus constante. Et je prends la constante égale à 0. La même chose pour la deuxième équation c. Bon, je vais me contenter que des équations où le champ B dépend du champ E. Je ne vais pas utiliser les autres parce que ça va donner la même chose. Donc, le même développement, la même chose, je remplace. Ça me donne que bx égale à moins 1 sur c plus une constante. Je prends la constante égale à 0 et ça me donne ça. Donc finalement, by, bx ont pour expression en fonction de ux et y. Le produit scalaire, également, ce qui demandait le produit scalaire, c'est la somme des deux. Comme bx il est en fonction de y, by en fonction de ex, bz et ez sont nuls, je vais les remplacer ici. Je vais remplacer ex par en fonction de by, ey en fonction de bx. Lorsque je fais la somme, je trouve que c'est 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Dans le cas où j'ai une onde qui se propage et qui est progressive, les champs E et le champ B sont orthogonaux. Donc, maintenant, on va essayer de dégager une autre propriété, c'est la transversalité. Pour cela, on a défini le vecteur de propagation. Ici, c'est suivant UZ. Je mets le produit E scalaire K. Je remplace E par son expression et le K par son expression. Ça me donne que c'est 0. De même pour le champ B, scalaire le K, ça donne égal à 0. Donc, qu'est-ce que je conclus? Que le champ E et B sont transversaux, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires à la direction de propagation. Si je calcule le module de E, je remplace EZ par 0. Comme Bx et By sont liés à Ex et Y, donc je le remplace ici en fonction de Ex. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Que C, la racine, et c'est C fois le module. Donc, E et B, ils sont proportionnels en norme. Et la constante de proportionnalité, c'est la célérité. Donc, résumé des propriétés précédentes. On va résumer ça par une équation. D'accord? Bx, By, on la remplace ici. Donc, on peut généraliser cette écriture dans le cas d'une onde quelconque par cette nouvelle expression qui est connue, c'est que le champ B égale à cascade vectorielle E divisé par oméga.
Donc on va dire que dorénavant, K, dans le cas où j'ai une onde qui est plane progressive, le KEB forme un trièdre direct, ça veut dire que tout produit vectoriel entre deux voisins est proportionnel au troisième. D'accord? K vectoriel E, c'est proportionnel à B, E vectoriel B, c'est proportionnel à K, ainsi de suite. Donc là, je représente un petit peu. Donc j'ai l'onde qui se propage suivant l'axe de Z. Le champ E, il est perpendiculaire à K. Le B est perpendiculaire à K. E est perpendiculaire à B. Ils sont situés dans un même plan. D'accord? E et B se trouvent dans un même plan. C'est pour cela il n'y a pas de variation par rapport à ce plan-là de X et Y. C'est pour cela on a dit que la variation par rapport à X et par rapport à Y, ils sont nuls. Donc l'onde se propage suivant Z, donc la seule propagation, la seule variation va se faire suivant cette direction qui s'appelle la direction de la propagation. Bon, dans un cas particulier, E peut coïncider avec X, B peut coïncider avec Y et on se retrouve avec une onde simple. Mais ça veut dire que E, dans notre cas, ça veut dire que E, il présente des composantes EX, EY non nulles, BX, BY non nulles, mais les deux champs, ils sont perpendiculaires à la direction de propagation. C'est ce que j'ai dit, la propriété de la transversalité. Merci pour votre attention et j'attends votre retour et toutes les questions et tous les commentaires et toutes les remarques sont les bienvenus. À très bientôt.